Imaginez-vous dans un avion de nuit en direction de Hong Kong. La cabine est sombre et la plupart des passagers dorment. Soudain, l'avion commence à effectuer d'étranges manœuvres. Il tourne à 90 degrés et vole sur le côté, puis pique droit vers le bas en vous plaquant contre votre siège avec plus de 4 G de force. Après avoir repris le contrôle, vous êtes maintenant en chute libre, sans poids, comme dans un rêve. On pourrait croire qu'un enfant s'amuse follement avec les commandes si on ne savait pas mieux. Dans ce cas, vous auriez raison. Ceci est la défaillance fatale du crash du vol 593 d'Aeroflot. En mars 1994, le vol 593 d'Aeroflot voyageait de Moscou à Hong Kong avec un plan de vol assez routinier. Les 3 pilotes allaient se relayer aux commandes puisque c'était un long vol. Le capitaine finirait de son quart et irait se reposer dans la cabine. Yaroslav Kudrynski, le pilote de relève, est devenu capitaine. Son copilote était le premier officier Igor Piskariov. Les 2 pilotes totalisaient 15 000 heures de vol, dont 1400 heures sur l'A310. L'Airbus A310-300 était un tout nouvel avion avancé dans la flotte d'Aeroflot. La plupart des heures de vol de ces pilotes étaient sur des avions russes qui avaient des normes différentes pour les avertissements et les limites d'exploitation. Ces différences subtiles ont peut-être été la différence tragique entre une récupération miraculeuse et un crash enflammé. En plus du pilote et du copilote, il y avait en fait un 3e pilote dans le cockpit cette nuit-là. Vladimir Makarov, un autre pilote d'Aeroflot, était passager sur ce vol. Par courtoisie, il a pu s'asseoir sur un strapontin derrière les pilotes. Pendant le calme du vol de nuit, le commandant a autorisé quelques visiteurs dans le cockpit. Cet événement inhabituel était une circonstance excitante pour le commandant Kudrynski. Ses enfants étaient à bord de ce vol puisqu'ils devaient passer de courtes vacances ensemble à Hong Kong. L'avion volait en pilote automatique, la trajectoire était programmée, et c'était la partie sans incident du vol pour les pilotes. Son fils Eldar, 15 ans, et sa fille Yana, 13 ans, sont entrés dans le cockpit à 00h40. Les premières plaisanteries montraient un père fier présentant son travail complexe de commandant de bord à ses enfants impressionnés. Après seulement quelques minutes, le commandant Kudrynski se lève de son siège et Yana prend sa place. Au moment où il a retiré son harnais pour se lever, il aurait dû transférer le contrôle de l'avion au copilote. À ce moment-là, Igor Piskarov avait son siège reculé en position détendue, sans vraiment pouvoir atteindre toutes les commandes de vol. Si le commandant avait formellement transféré le contrôle, Piskarov aurait avancé son siège et posé ses mains sur le manche. C'était une erreur apparemment minime, mais comme nous le verrons, de petites erreurs peuvent s'accumuler en une énorme faute. Le commandant se retira et fit entrer Yana. C'était un échange banal car l'avion était en pilote automatique, ce qui lui permettait d'observer attentivement. Elle observa les alentours pendant quelques minutes, posa des questions et toucha le manche de commande. Son père lui a conseillé de tourner le manche à gauche pour piloter l'avion. Elle obéit et l'avion vira brusquement à gauche. Enfant, je suis certain que piloter cet immense avion était exaltant, mais le capitaine Kudrynski avait lui aussi réalisé un tour de magie. Il tourna rapidement un bouton pour diriger l'avion vers la gauche. Il suivait une procédure qu'il avait effectuée des centaines de fois. Malgré le pilotage automatique, les pilotes peuvent reprendre le contrôle de certaines fonctions de l'avion. Le commandant a tiré le bouton de sélection de cap et a dirigé l'avion vers la gauche de 15 degrés. En d'autres termes, les ailes s'inclineraient de 15 degrés à gauche, faisant rouler l'avion dans cette direction. Dans ce cas, le pilote automatique contrôlait toujours la vitesse et l'altitude. Il avait aussi toujours l'itinéraire programmé prêt à être repris. Dès que le commandant de bord a repoussé le bouton, le pilote automatique reprendrait le cap programmé et poursuivrait le vol prévu. Un pilote pourrait utiliser cette fonction pour contourner un orage, puis reprendre la trajectoire du pilote automatique après l'orage. Après que Yana ait expérimenté les commandes pendant un moment, elle était prête à sortir du siège et à se lever. Le capitaine intervint rapidement. Entrer et sortir du siège peut être risqué si vous êtes inexpérimenté. Il y a des pédales de gouvernail au sol et de nombreux boutons et interrupteurs près des genoux et des coudes qu'un enfant pourrait ne pas voir. Le capitaine Kudrynski lui a dit d'y aller doucement et de sortir prudemment. Jusqu'à présent, la démonstration semblait se dérouler comme prévu, avec une attention particulière portée à la sécurité du cockpit. Le pilote automatique contrôlait l'appareil et les 5 personnes présentes dans le cockpit étaient détendues, profitant de cette pause dans la routine. À 12h51, Eldar observait de plus près.
Il s'assit dans le fauteuil du commandant et examina les boutons et écrans. À 12h54, Eldar a demandé s'il pouvait tourner l'avion et le commandant a répété la manœuvre. Le pilote Makarov a proposé au commandant Kudrensky de régler l'écran principal pour montrer la vue de l'horizon, permettant à Eldar de voir l'angle à l'écran. Il était l'heure et le bouton de sélection de cap a été réenfoncé. Le pilote automatique était totalement engagé, de l'avis général. À cet instant, Yana a réclamé à son père de regagner sa place dans la cabine. Il parlait de son obligation de rester discrète et de ne pas importuner les passagers de première classe quand Eldar a posé une question. Cela a capté l'attention des 3 pilotes sur les instruments. Ils étaient tous un peu confus par ce virage. L'équipage n'était pas pleinement concentré sur les commandes depuis plusieurs minutes, perdant ainsi de précieuses secondes pour comprendre la situation. Quand un avion doit tourner autour d'un aéroport avant d'atterrir, dans un circuit d'attente, il entre souvent dans ce qu'on appelle une zone. Le vol suivrait un schéma de cercle prescrit qui ressemblait à une forme ovale autour de l'aéroport. Sur l'affichage des instruments, la ligne droite précédente aurait formé un U montrant le virage complet prévu dans le plan de vol programmé. Ce schéma de zone était la seule explication pour laquelle le pilote automatique les faisait tourner en rond. Ce qui était déroutant, c'est qu'il n'était nulle part près d'un aéroport, alors pourquoi ce circuit d'attente ? Durant les 20 secondes passées à observer et discuter, l'avion s'était incliné de plus de 45 degrés. Cela dépasse les capacités de manœuvre du pilote automatique et l'avion a tenté de corriger la vitesse et l'altitude par rapport à cette position inclinée. Les changements ont été immédiatement alarmants et les pilotes sont intervenus pour résoudre le problème. À ce moment-là, il était 12h56. Des alarmes retentissaient sur l'altitude et l'inclinaison. Le pilote automatique était désormais entièrement désactivé. L'avion était incliné à un angle extrême de 90 degrés, le nez pointant vers le bas à 50 degrés. Cela signifie qu'il fonçait vers le sol à près de 500 miles à l'heure. La direction et la vitesse de l'avion généraient en maintenant une force de 4,6 G, ce qui dépasse les limites structurelles de l'appareil. Cette force empêchait Piskaryov de se pencher en avant et de bien contrôler les commandes. Elle empêchait aussi Eldar et le capitaine Kudrensky d'échanger leurs places. Pendant ce temps, le copilote essayait de ralentir l'avion en réduisant la poussée et en tirant sur le manche, mais il a largement surcorrigé la situation. Ces actions ainsi qu'une pression accidentelle sur la pédale de gouvernail par Eldar lors de l'échange de places ont provoqué un décrochage puis une spirale incontrôlable vers le sol. Quelques instants plus tôt, les passagers auraient en torche été plaqués contre leur siège alors que l'avion était complètement incliné sur le côté. Ça aurait été de la folie de se réveiller face à ces changements d'angle brutaux, à ces fortes forces G, puis, à cet instant, à une pure apesanteur. La force G sont tombées à zéro alors qu'il tombait vent du ciel. Il était 12h57 et le capitaine Kudrensky était de retour à son siège.
La vrille mortelle était en voie d'être maîtrisée, et le capitaine Kudrenski était persuadé que tout se passerait bien. Malheureusement, à ce moment-là, ils étaient à moins de 1000 pieds du sol, ce qui était insuffisant. À 1258 pieds d'altitude, l'avion s'est écrasé. Les derniers mots du capitaine: alors comment cela a-t-il pu arriver? L'avion n'a rencontré aucun problème et a parfaitement fonctionné comme prévu. La cause du problème était une fonctionnalité inconnue des pilotes. Normalement, dans les avions russes qu'ils pilotaient une alarme sonnait dès qu'une partie de l'octopilote était désactivée. L'Airbus A310 émettait une alarme sonore lorsque le pilote automatique était complètement désactivé, mais il ne signalait qu'avec un voyant lumineux silencieux lorsqu'un seul des systèmes était coupé. Le commandant ignorait qu'en tournant le manche, Eldar activait le compte à rebours de désactivation du pilote automatique sur les commandes de roulis longitudinales. Pendant que le commandant Kudrinski parlait à Yana de retourner à sa place, Eldar continuait à tourner légèrement le manche. Après 30 secondes, le pilote automatique a interprété la rotation comme une demande du pilote de passer outre sa programmation. Les pilotes n'ont pas entendu d'alarme signalant l'interruption du pilote automatique, donc ils ont poursuivi en croyant que celui-ci tournait l'avion pour une raison programmée. Ce malentendu a fait perdre de précieuses secondes de récupération potentielle. Pendant ce temps, le pilote automatique contrôlait la vitesse et l'altitude, provoquant des changements d'angle, de vitesse et de direction de l'avion, passant inaperçus des pilotes. Tout s'est déroulé en quelques minutes. Eldar a demandé de reprendre le contrôle à 1254. Il a demandé pourquoi cela s'est tourné tout seul, 1 minute plus tard. L'avion était fortement incliné pendant la minute suivante et à 1256, tous les pilotes étaient bien conscients des conditions dangereuses et essayaient frénétiquement de comprendre ce qui se passait. Il ne restait que 2 minutes avant que le vol ne se termine dans les flammes à 1258. Il est difficile de dire quel facteur a été le plus responsable de cet accident. Est-ce que l'absence d'avertissement sonore signalant le désengagement du pilote automatique était un défaut de conception? Ou était-ce l'adolescent non formé qui tournait le manche de commande? Ces conditions combinées ont entraîné la mort instantanée de tous les 75 passagers à bord lors de l'impact, dans une perte de vie totalement dévastatrice. Suite à l'accident, Airbus a ajusté le pilote automatique et les limites d'inclinaison pour ses nouveaux avions.